Bonjour, voici la suite de l'histoire du Louvre. Transportons-nous maintenant à l'année 1601. Marie de Médicis vient d'arriver sans grande solennité. À Paris, et au bout de 2 jours, elle prend possession du Louvre. Marie alors avait 27 ans. Elle était épaisse de taille et de figure. Ses gros yeux presque ronds n'avaient ni douceur ni grâce. Son caractère froid et obstiné manquait également du charme qui manquait à sa personne. Elle trouva Henri IV bien ridé et bien gris. Henri, de son côté, eut peine à oublier, près de la quinteuse Florentine, la gaieté toute française de la marquise de Verneuil. Il fit venir la marquise au Louvre, insulte poignante qui éveilla entre les époux de violentes querelles. Un événement heureux ne tarda pas à les apaiser. La reine était enceinte, et l'espérance d'un fils était l'une des plus chères pensées du roi. Cette espérance ne fut pas trompée. Le 27 septembre 1601, Marie donna le jour, dans les grands appartements de Fontainebleau, à l'enfant qui devait être bientôt Louis XIII. À peine fut-il né qu'Henri IV, ouvrant les grandes portes, laissa entrer dans la chambre de la reine près de 200 personnes qui obstruaient les vestibules. La sage-femme s'en plaignit vivement. « Tais-toi, sage-femme, reprit Henri IV, car cet enfant est à tout le monde, il faut que chacun s'en réjouisse. » Marie de Médicis n'avait pas reçu à son arrivée de Florence la consécration solennelle du couronnement qui avait lieu ordinairement pour les reines de France. C'était un regret pour elle, regret qu'elle cacha longtemps, mais qui devint plus vif lorsque l'amour de Henri IV pour la princesse de Condé lui fit craindre un second divorce. C'était en l'année 1610, moitié par amour, moitié par politique. Le roi était alors sur le point de s'engager dans une guerre funeste contre l'Autriche et l'Espagne. Il voulut même accompagner ses troupes et conférer la régence à la reine. Marie de Médicis profita de cette occasion pour demander que la couronne fût d'abord posée solennellement sur sa tête. Cette demande embarrassa le roi. Un jour qu'il était à l'Arsenal, rêvant et battant des doigts sur l'étui de ses lunettes, « Maudit sacre !» s'écria-t-il tout à coup, « tu seras cause de ma mort. » Car, pour ne rien vous enceler, ajouta-t-il en parlant à Sully, l'on m'avait dit que je devais être tué à la première grande magnificence que je ferais. Le couronnement n'eut pas moins lieu à Saint-Denis le jeudi 13 mai 1610. On remarqua qu'au moment où la reine retourna de l'autel au trône, la couronne faillit tomber. Mais Marie de Médicis y porta la main et la raffermit. Augure de bonheur suivant les uns, de malheur suivant les autres. Le lendemain, vendredi 14 mai, un carrosse aux panneaux ouverts attendait le roi dans la cour du Louvre pour le conduire à l'Arsenal, où demeurait Sully. Le roi désirait voir son ministre, qui souffrait en ce moment d'une ancienne blessure. Puis, sur le point de partir, il hésitait, par la crainte de se mettre en colère, chose qui lui arrivait souvent avec Sully. « Mamie, irai-je » disait-il à la reine. « Monsieur, envoyez-y, répondit la reine. Vous êtes en belle humeur, et vous irez vous fâcher. » Henri IV se décida néanmoins, comme toujours, pour donner à son vieux compagnon un témoignage de son amitié. « Je ne ferai qu'aller et venir, dit-il, et je serai ici tout à l'heure. » Cependant, un homme à la barbe rouge et enveloppé d'un manteau se tenait depuis quelque temps assis sur une borne près de la porte du Louvre. Au moment où le roi descendit de ses appartements, il se leva, voulut avancer.
Mais le passage lui ayant été barré par le duc d'Épernon, il s'éloigna rapidement et suivit la voiture à la course. La voiture disparut dans la direction de la rue Saint-Honoré, mais à peine un quart d'heure s'était-il écoulé qu'on la voyait revenir au pas par la croix du Tahoir et la rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. Dès qu'elle fut sur le pont-levis, on cria au vin et au chirurgien, mais on n'avait besoin ni de l'un ni de l'autre. Henri IV, frappé au cœur, dans la rue de la Ferronnerie, par l'homme qui s'était attaché à ses pas, était en effet déjà mort. Suivant Matthieu, au contraire, il ne mourut que sur le lit où il fut transporté par messieurs de Montbazon, de Vitry et de Noirmoutier. Mais dès lors, tout espoir de vie était perdu. Lorsqu'on parcourt les appartements de l'aile du Louvre contre laquelle a été adossée la colonnade, on en remarque plusieurs dont les riches boiseries rappellent le travail du XVIe siècle. Le premier de ces appartements, en entrant par l'escalier du sud, offre 1000 fois répété sur des frises et les panneaux le chiffre de Henri II. Et le croissant, ainsi que l'image de la duchesse de Valentinois sous les traits de Diane. C'était la chambre de Henri II. Le second porte sur ses boiseries dorées la date de 1603. Le plafond est orné d'une frise autour de laquelle sont sculptés en bas-relief des génies, des victoires et des groupes de soldats vaincus. Au centre s'élève une légère coupole semée de branches de laurier et de fleurs de lys. Enfin, dans la paroi du nord de cette chambre s'ouvre une alcôve dont le dais est orné d'arabesques. Cette chambre est la chambre de Henri IV. Cette alcôve est celle où il fut déposé sanglant le 14 mai 1610 après le crime de Ravaillac. Henri IV a laissé au Louvre la trace ineffable et monumentale de son passage par la construction de la grande galerie du bord de l'eau. La pensée du roi dans cette vaste construction fut de se ménager une retraite sûre hors des murs de la ville, qui séparait alors le Louvre des Tuileries, d'être en un mot dehors et dedans quand il lui plairait, de manière à ne se voir jamais pris, ainsi que Henri III avait failli l'être, par une populace irritée. Henri trouvait d'ailleurs dans ses habitudes libérales et dans son amour des arts un noble emploi pour cette longue suite de bâtiments. La mort seule empêcha Henri IV de conduire à terme cette grande œuvre. Il est d'ailleurs facile de reconnaître la partie de la galerie qui remonte à son règne. Sinon, la grandeur du style, du moins à la délicatesse des ornements. Dupeyrac, sur les dessins duquel elle fut élevée, divisa son plan en deux ordres, toscan et corinthien, avec bossage verniculé et toute une profusion de décors tels que trophées, frises, etc., dans lesquels il semble que le ciseau ait épuisé ses ressources. Malheureusement, le fini de ces sculptures disparaît dans la vaste étendue du monument, et les deux ordres manquent d'ailleurs quelque peu d'harmonie dans leurs proportions respectives. Mais Thézeau, qui termina la galerie sous Louis XIII en modifiant complètement l'ordonnance. Au lieu des deux ordres de son prédécesseur, il n'en admit qu'un seul, qui se raccorda avec l'architecture du pavillon des Tuileries, sur lequel la galerie devait s'appuyer. Cet ordre de pilastres accouplés répond peut-être mieux, par son élévation et sa simplicité, aux grandes lignes de cette imposante construction. L'œuvre de Métezeau l'emporte évidemment dans son ensemble. Celle de Dupeyrat l'emporte pour l'exécution. Ce fut également sous le règne de Louis XIII que le palais même du Louvre fut agrandi. Au lieu de terminer le parallélogramme dont ce grand architecte avait tracé deux des côtés, l'architecte Lemercier édifia en ligne droite le pavillon du dôme et le bâtiment qui lui fait suite jusqu'à l'aile du nord.
Dans le dessin de ce bâtiment, le style de Lescaut fut d'ailleurs rigoureusement conservé. Le pavillon du dôme, au contraire, avec sa calotte quelque peu pesante, ses gigantesques cariatides et son vestibule à colonnes, appartient uniquement à Le Mercier. Ainsi, chaque jour, le Louvre prenait des dimensions plus royales, et chaque jour on rêvait pour lui des accroissements nouveaux. Tantôt il s'agissait, comme aujourd'hui, d'élever une galerie pareille à celle qui regarde sur la rivière, puis de ruiner toutes les maisons entre les deux galeries, de manière que des Tuileries au Louvre se fût trouvé une grande cour admirable. Tantôt de jeter à terre la chapelle du Petit Bourbon et tous les bâtiments qui sont entre le Louvre et Saint-Germain, lequel deviendrait alors la bienséance de la chapelle des rois. Puis on dessinait de nouveaux corps de logis, des pavillons, des terrasses, immenses projets que la mort venait sans cesse interrompre, car la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend pas nos rois. Malherbe, qui écrivait ses vers sous Louis XIII, était un des habitués du Louvre, comme Ronsard l'avait été sous Charles IX. Ses lettres à Monsieur de Pressec offrent un tableau assez curieux de la vie intime de la cour à cette